Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour ce nouveau forum. La rengaine moderne ordre mondial est-elle une réalité géopolitique concrète ou une vue de l'esprit? Qu'en est-il du nouvel ordre mondial en gestation? La guerre Ukraine-Russie constitue-t-elle un frein à ce nouvel ordre mondial? Et l'Afrique, dans tout ça, quelle est sa place dans le positionnement des nations? Et cet ordre mondial, est-ce une menace ou une opportunité pour l'épanouissement ou l'autodétermination des peuples africains? Les questions sont nombreuses. Des questions à soumettre à notre invité de cette semaine, Docteur Folie Galaïokwe, qui nous fait l'honneur de nous retrouver une fois encore ce dimanche. Bonjour, docteur. Bonjour, cher Gilles. Je salue les téléspectateurs togolais et étrangers de notre fameuse chaîne nationale. Vous êtes historien, politiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé notamment. Tout à fait, tout à fait. Mais vous embrassez plusieurs disciplines, hein. On va vous désigner comme un interdisciplinaire. Disciplinaire. Je dirais plutôt un transdisciplinaire. Hmm. Cela est dû aux écoles que j'ai eu à faire avant de me soumettre un peu à la monodisciplinarité du CAMES. Et nous pensons que le savoir ne puisse pas être dissocié, disséqué, que le savoir soit un corps unique, ayant plusieurs dérivations, plusieurs rameaux. Et en particulier relativement à l'Afrique, vu la longueur et l'étendue de la civilisation kamite et africaine, dans l'historiographie actuelle, il est important que l'on ne se limite pas, n'est-ce pas, à une époque dite contemporaine ou dite post-contemporaine ou encore médiévale, encore que ces catégories ne sont pas inhérentes à la division historiographique liée à l'Afrique, mais plutôt à la civilisation européenne occidentale. Voilà un peu ce qui fait les pourtours, les différentes disciplines que nous sommes obligés de mettre ensemble, sans oublier la théologie comparée, qui est une discipline fondamentale, comprendre l'ordre mondial dans les temps de l'histoire. Vous êtes donc enseignant-chercheur, vous avez fait plusieurs études et publié plusieurs ouvrages, dont le célèbre Sylvanus Olympio au cœur des relations franco-africaines, un document, on va dire, d'actualité avec tout ce qui se passe au Mali, en Centrafrique. Oui, c'est vrai, c'est très curieux. Les thématiques qui avaient été les thématiques centrales du règne très court de Sylvanus Olympio, bon, lui, on le cite parce qu'il est le symbole, mais il était accompagné de beaucoup de personnes et de beaucoup de castes, beaucoup de forces. Et ces thématiques reviennent, notamment la monnaie, notamment l'indépendance, la souveraineté des États, mais aussi le système actuel qui naît, n'est-ce pas, de deux conférences mondiales, c'est-à-dire la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam, qui vont mettre en place l'actuel système, l'actuel équilibre géopolitique mondial. Donc voilà un peu comment nous sommes revenus à 60 ans de cette époque épique et du Togo, mais non seulement du Togo, mais de l'Afrique. Nous sommes revenus à cette thématique et qui font que nous sommes obligés, n'est-ce pas, de remuer encore les rênes de l'histoire pour mieux comprendre d'abord ce que c'est qu'un ordre mondial, parce que je ne voudrais pas trop que certains internautes qui nous liront ou certains téléspectateurs aillent à confondre notre discours à celui du fameux complotisme, puisqu'on parle du nouvel ordre mondial, des ordres mondiaux, ou plutôt de l'ordre mondial dans une approche complotiste. Il n'en est rien. Je tiens ici une position scientifique et rigoureuse qui d'ailleurs m'a été donnée d'explorer grâce à ce travail que j'ai eu à faire sur l'ouvrage que vous citez. Et c'est d'ailleurs, je le dis, je le dirai toujours, c'est cet ouvrage qui m'a envoyé vers ce que j'ai appelé moi-même la sociologie des relations afro-européennes, et qui ne sera pas limité, n'est pas limité à l'époque contemporaine, mais qui part de la mise en place du premier ordre mondial, dont personne ne parle, mais sans lequel on ne peut pas comprendre l'ordre mondial de 1945, ni l'ordre mondial de 1492, qui a été dit
dans des vers par celui qu'on appelle Daniel, notamment les pieds de fer et les pieds de fer et d'argile. Qu'est-ce que cela veut dire? À quelle époque sommes-nous? Quel est le sens de l'indépendance? Voilà un peu cette sociologie des relations afro-européennes qui sortira bientôt et qui va répondre presque toutes les trames de la grammaire des civilisations dont a parlé Braudel et bien d'autres, les anarchistes comme Kropotkin, ainsi de suite. Vous êtes déjà rentré dans le sujet. J'aurai le temps de revenir sur Sylvanus Olympio et ses relations avec la France. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce concept d'ordre mondial? Oui, je vais aller comme ceci. D'abord, monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, en fait, provient d'un vocable ou d'un vocal Kikongo. Kikongo, c'est-à-dire d'une partie de la civilisation kémète, qui renvoie au nom d'un conquérant, un vaillant conquérant, qui pour la première fois dans l'histoire de notre terre actuelle, va soumettre toutes les volontés culturelles, politiques, spirituelles de la terre à la sienne. C'est le premier homme à devenir puissant sur toute la terre. Il s'appelait Munduye, Munduyo, Munduya, que les latins vont traduire en mundus, parce que c'est par son action réunificatrice de toutes les forces qui existaient et une centralisation de ces énergies en une seule force politique, un seul poste de commandement, que le monde va naître, que ce qu'on appelle monde, mondus, mondo, monde va naître. Et du coup, il n'existait pas de monde. Il existait des micro-civilisations, des peuples ci et là, mais c'est le jour où une personne surinitiée va soumettre tout ce magma à sa volonté en les centralisant que le monde naît. Du coup, il n'est pas possible de parler d'ordre mondial sans centralisation. Et en fait, l'ordre, c'est quoi? C'est l'état d'un système qui est arrangé, distribué, où il y a des places, des rangs, et les ressources sont distribuées d'une façon ordonnée. Et l'ordre mondial, c'est justement cela. Il y a des places qui ont été déterminées, qui ont été des rangs qui sont définis, et des peuples et des puissances moyennes, petites, faibles, placés à des rangs différents. Tout ceci au-dessus duquel va culminer le puissant, c'est-à-dire l'homme qui va gouverner tout cet ensemble. Et nous avons même des traces de cette réalité historique dans la Bible. Lorsque vous allez dans le livre de Genèse, au chapitre 10, des versets 8 et en allant, on vous dit que Nimrod, qui est un fils de Couch, je ne vais pas revenir dans la généalogie du peuple Kamète, mais je vais juste dire que Couch est un fils lui aussi de Cham. Cham qui a mis au monde Couch, Pout, Canaan et Misraïm. Mais Nimrod était un fils de Couch, c'est-à-dire un noir. Et c'est Nimrod, et c'est écrit noir sur blanc dans presque toutes les versions, que c'est le premier homme qui a commencé à devenir puissant sur la terre. Mais Nimrod est symbolique. Ce n'est pas le vrai nom, parce que bien évidemment, les scribes qui ont compilé les écrits bibliques d'aujourd'hui, qui remontent à la domination grecque, c'est-à-dire sous l'empire d'Alexandre le Magne ou encore Alexandre le Grand, c'est eux qui ont transformé les Écritures, qui ont falsifié les Écritures, qui seront plus tard canonisés par Rome. Certains seront dans la Bible, d'autres non. Mais toutes ces sources constituent des sources qui nous permettent d'établir un peu ce que c'est que l'ordre mondial. Alors, il y a des traces, n'est-ce pas, de ce personnage qui apparaissent notamment dans la 12e dynastie de l'Égypte antique. Et Hérodote parlera de Sésostris premier ou second ou troisième. Il y a un débat historiographique fécond sur la question, mais ce qui est sûr, c'est que Nimrod veut dire Nimir en arabe, qui signifie le tigre. Et Nimrod va signifier le rebelle en hébreu. En égyptien ancien, ça renvoie à Narmer, c'est-à-dire le premier pharaon de ce qu'on appelle la période thynique. Pour ceux qui connaissent un peu l'égyptologie, c'est la première dynastie
négro-africaine de l'empire égyptien, Narmer, celui qui fera la réunification des deux terres, Sematawi, c'est lui que l'on a surnommé Naré Mari. Naré Mari, qui est son nom Narmer, qui signifie le roi félin, c'est-à-dire le roi panthère, le roi léopard. Et cela renvoie aussi finalement à ce curieux film que Hollywood a produit, que beaucoup de jeunes appellent Black Panther. Parce qu'en réalité, cette civilisation qui est cachée dans l'historiographie d'aujourd'hui, est la première qui a réunifié le monde et a créé un ordre mondial. C'est ça qu'on appelle l'ordre. Mais est-ce que les différents ordres mondiaux qui ont succédé à ce premier ordre mondial sont différents du premier? On peut dire oui et non à la fois. Parce que l'ordre mondial, le premier dont je viens de parler, qui a été établi par Narmer, l'individu qu'on appelle Narmer, cet ordre mondial donnera naissance à l'Égypte antique. On ne va plus parler de l'Égypte qui est la mère indiscutée des civilisations, pour ceux qui doutent encore ou ceux qui enseignent l'histoire de l'Afrique en commençant par la colonisation. Je les renvoie à Martin Bernal, notamment à l'ouvrage intitulé Black Athena, ou bien encore à un film de divulgation qu'on appelle Zeitgeist, l'esprit du temps, où ils peuvent voir quelle est la corrélation entre les divinités égyptiennes majeures, les divinités Zoroastre et toutes les divinités de son panthéon, c'est-à-dire je vais vers la Perse, et toutes les divinités de la Grèce antique, qui ne sont que des reproductions des divinités égyptiennes, et finalement la divinité de Rome, le panthéon Rome, qui n'est rien d'autre que la reprise des divinités égyptiennes. Donc nous sommes dans une situation où le premier ordre mondial que les gens veulent cacher, parce que malheureusement ou heureusement ce sont les Noirs qui ont établi de main de fer cet ordre mondial qui a duré plus de 3000 ans. Cet ordre mondial est celui qui a posé sur la terre les mathématiques, les philosophies, les sciences, l'art de la guerre, la circumnavigation des mers et toutes les inventions majeures. Maintenant, à cet ordre va succéder ce qu'on appelle l'ordre mondial des Achéménides ou encore des Mèdes et des Perses, ce que vous retrouvez dans le livre de Daniel. Je vais dire une chose ici qui sera très curieuse pour ceux qui sont dans l'eschatologie. Ils verront une analogie entre le sphinx égyptien qui a été mis en place durant la 4e dynastie par des pharaons célèbres comme Képhren, Khéops, Khufu, des noms qui sont purement négro-africains. C'est le sphinx égyptien qui représente la première puissance mondiale. Ceci, personne ne peut aujourd'hui le contester. C'est-à-dire le premier ordre mondial égyptien représenté par le sphinx ailé que Daniel va voir dans son songe de Daniel chapitre 2 et où il révèle les 4 grandes bêtes qui vont gouverner la terre. Notamment le sphinx ailé, ensuite l'ours et ensuite le tigre ou encore le léopard à 4 têtes qui représentent rien d'autre que les 4 néo-empires de Alexandre Magnan, ces 4 généraux. Et ensuite l'empire étrange, l'empire très étrange de Daniel, la 4e bête qui va mettre en place un ordre mondial unique en son genre. C'est cette bête qui a les dents de fer, les ongles d'airain, qui écrase tout, mais qui finalement aura des pieds en argile et en fer. Et je vais expliquer tout de suite quel est cet ordre mondial et qu'est-ce qui va se passer avec les bouleversements de la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Et alors, l'ordre des Échéménides ou des Achéménides, des Mèdes et des Perses, sera renversé par un autre ordre qui viendra, qui est l'ordre de la Grèce d'Alexandre le Grand. Les historiens qui étudient l'histoire antique connaissent très bien la datation. Nous sommes à moins 331. Et à cela, n'est-ce pas, lorsque la Grèce sera battue, va s'effondrer, il n'y aura plus d'empire mondial. Jusqu'à l'érection, aux environs du 15e siècle, 1492, une date symbolique, d'un nouvel ordre mondial qui est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, un ordre mondial qui va connaître une petite modification en 1945 au détour de la Seconde Guerre mondiale par
l'érection de deux grands, les États-Unis et la Russie, représentant l'argile et le fer. Et vous le verrez bien dans Daniel, qu'ils ne peuvent pas s'allier. Ils vont s'allier, mais ils ne peuvent pas diriger le monde seuls, ensemble. Et ce qui va se passer dans les décennies à venir, ou dans, je ne vais pas dire des siècles à venir, mais les événements eschatologiques qui viennent nous permettent de comprendre comment est-ce qu'on peut analyser une indépendance africaine dans le contexte de ces différents ordres mondiaux. Donc, le terme d'ordre mondial ne doit pas avoir une approche, ne doit pas être saisi avec une approche complotiste. C'est l'histoire des civilisations qui explique qu'il y a eu une succession d'ordres mondiaux. Voilà un peu ce que je peux dire sur les ordres mondiaux que la Terre, notre Terre, a connus. Et nous sommes aujourd'hui dans le 4e ordre mondial, mis en place par un peuple très étrange que l'on appelle les Khazars. Les Khazars, dont l'histoire est aujourd'hui en train d'être fouillée par les illustres, les plus grands historiographes, parce que tout le monde aujourd'hui comprend qu'on ne peut pas examiner et analyser le monde d'aujourd'hui sans retourner aux Khazars, notamment à la 13e tribu, le fameux livre de Koestler. Je reviens ici en conclusion pour dire que le monde, notre monde, ne peut exister comme monde que lorsqu'il est centralisé. Et c'est de cette réalité que parlera Thomas Hobbes, ou encore d'autres. Ils parleront de cela lorsqu'ils vont mettre dans une balance l'état de nature avec la société politique. Le passage de l'état de nature vers la société politique, qui est un ordre organisé, exactement ce que Narmer va faire. En partant d'un magma inorganisé, en créant un système monde pour la première fois, et en mettant en place une société politique organisée, qui est dirigée par le Léviathan obésien. Et nous sommes donc dans des systèmes léviathaniques ou léviathaneux, expliqués par Hobbes. Est-ce que dans un système obésien du Léviathan, des peuples qui sont périphériques peuvent-ils prétendre à l'indépendance? Seraient-ils indépendants de quoi? Ou de qui? Il n'y existe pas de place pour l'indépendance dans un système pareil. La seule place qui existe, c'est le centre ou la périphérie. Soit vous êtes au centre du système de l'ordre mondial dans lequel vous vous êtes retrouvé, soit vous êtes dans la périphérie. Maintenant, si vous êtes dans la périphérie et vous dites que vous êtes indépendant, c'est votre affaire. Où vous êtes souverain, c'est votre affaire. La seule chose qui vaille la peine de faire lorsqu'on est dans la périphérie, c'est d'amorcer un processus intelligent et structurel de transformation de la périphérie en centre. Il faut que les peuples ou les États périphériques qui sont conscients, qui sont dans de la périphérie, ne se trompent pas, ne vivent pas dans l'illusion et amorcent plutôt un processus de métamorphose de leur culture, de leur économie, de leurs droits, de leur corpus juridique et de leur capacité militaire, en espérant, n'est-ce pas, passer de l'étape de périphérie à l'étape du centre. Mais qui en Afrique aujourd'hui peut devenir le centre d'un monde, d'un nouveau monde? En parenthèse, il y a une expression curieuse que vous verrez lorsque vous suivez un peu l'histoire du monde moderne occidental. Lorsqu'on parle de l'Amérique, on parle souvent du nouveau monde. Et c'est la seule fois où, dans l'historiographie, vous voyez le N du nouveau en majuscule. En réalité, qu'est-ce que cette expression cache? Cette expression cache l'émergence d'un nouvel ordre mondial. En fait, les gens ont vécu un nouvel ordre mondial au XVe siècle. Et ce nouvel ordre mondial a mis du temps pour se mettre en place. C'est toujours comme ça, entre la chute d'un monde. D'un ordre mondial. Comment? Entre la chute d'un monde et l'émergence d'un autre. Antonio Gramsci a dit que naissent des monstres, c'est-à-dire des petits royaumes ou des petits empires qui n'ont ni une envergure mondiale, ni une envergure, qui ne sont ni insignifiants, mais qui font des guerres. Et ce sont ces guerres qui déterminent le prochain sujet, le prochain Léviathan, qui réussira à mettre en place sa Pax, un nouvel ordre mondial.
qui a eu l'ordre mondial de 1492, avec la dévastation des continents entiers, avec l'esclavagisation de l'Afrique. Parce que c'est dans ce contexte qu'il faut insérer ces événements historiques. On ne peut plus aujourd'hui, fort de la connaissance historiographique, je ne parle pas de la connaissance historique, parce qu'il y a une différence scientifique nette entre l'histoire et l'historiographie. Nous tous, nous avons été à l'école primaire, les professeurs, les maîtres disent que l'histoire, c'est le récit des faits passés. Mais ça, c'est la définition scolaire de l'histoire. Ce n'est pas ça l'histoire. Mais à l'université, à certaines universités, on a des historiens. Les historiens, ce sont des compilateurs érudits des faits passés. Ils font des compilations érudites, ce qui est un peu supérieur au niveau scolaire. Mais ils ne font pas encore dans de l'historiographie, l'histoire de l'histoire. C'est lorsque vous atteignez la conscience historiographique que vous réussissez à donner un sens diachronique mondial à des événements qui peut-être adviennent à différents lieux du globe, à des moments différents, mais qui suivent un fil unique. Et c'est cela le mérite de grands historiens qui ont écrit l'histoire à travers un fil. Vous avez Hegel, vous avez Huntington, vous avez encore Fukuyama, ou vous aurez Braudel, vous aurez Cheikh Anta Diop, qui ont établi des concepts opératoires en histoire. C'est différent de l'histoire. Donc je ne parle pas ici des historiens qui enseignent aux étudiants à l'université. Je parle de la conscience historiographique qui nous permet de lire le monde. Alors comment peut-on lire des événements comme la traite, ce qu'on appelle traite, la traite négrière, que les gens ont appelé le commerce des Noirs? Comment peut-on insérer la dévastation, n'est-ce pas, de l'Australie, des aborigènes? Vous trouvez ça dans le livre du grand Suisse qui était au Conseil, à la Commission des Nations Unies des droits de l'homme à l'ONU, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous donner son nom. Il écrit la haine de l'Occident. Il explique les dévastations. En fait, c'est la mise en place de l'ordre mondial de 492 qui a été l'œuvre des Khazars. Et ce sont ces Khazars-là qui vont produire encore au XXe siècle la guerre fratricide. Je dis bien fratricide, parce que c'est une guerre entre des frères, afin de prendre le monopole du monde, en ayant comme instrument majeur le gouvernement des États-Unis. Et le gouvernement des États-Unis va à travers ce qu'on appelle l'élite nazie des Khazars, parce que le nazisme, c'est une secte à l'intérieur des Khazars. Et c'est une secte qui a une vision importante du monde, qui produit l'ordre mondial. Ce sont ces nazis qui vont, grâce à l'Allemagne, n'est-ce pas, qui deviendra un terrain, un instrument, provoquer un conflit dit mondial, afin de créer, de modifier un peu l'ordre mondial. En fait, ils vont mettre en place, c'est la cime du processus qu'ils ont enclenché en 1492, culminé à la cime du monde, à travers l'Organisation des Nations Unies. Malheureusement, en février 1945, lorsqu'ils décidèrent entre les trois, Churchill, Staline et le président américain, à Yalta, lorsqu'ils décidèrent, ils demandèrent à la Russie d'ouvrir un front contre le Japon pour pacifier le Pacifique. La Russie se préparait pour y aller, ils ont lancé la guerre, la bombe atomique. En montrant, disant en même temps à la Russie, non, en fait, nous pouvons pacifier toute la terre. Vous savez très bien que les armées américaines étaient bloquées, ils n'ont pas dépassé le Rhin, ils étaient derrière les Ardennes. La France était occupée. À Yalta, il n'y avait pas la France, il n'y avait que les trois. En faisant cela, les Anglais ou les Anglo-Américains disent aux Russes que c'est nous les maîtres. Ils iront aux Nations Unies avec une alliance de fer et d'argile, parce que les Russes ne sont pas digérables avec les Américains, et les Américains ne le sont pas avec les Russes. Bien entendu, lorsque je parle des Russes, je ne parle pas des bolcheviks, parce que les bolcheviks sont une émanation de Rothschild. Mais les Tsars, qui n'ont jamais, contrairement à ce que raconte l'histoire officielle, les Tsars n'ont jamais été brûlés, détruits, exterminés par la rébellion bolchevique conduite par Lénine. Les Tsars se sont évadés et ils ont remplacé par la mécanique, l'invention des sosies, ils ont remplacé les bolcheviks à la tête de la Russie, ils ont repris le contour de la Russie. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui,
c'est que l'ordre modifié mondial de 1945 a finalement accouché de deux entités. Or, le parfait Léviathan, il est seul et culmine dans le pyramidion du monde. Alors, il faut tout faire pour éliminer le second acteur, qui n'est pas un acteur banal. Et pour le faire, n'est-ce pas, il y a eu ce qu'on appelle la guerre froide. La guerre froide va arriver. Là, je suis en train d'expliquer un peu, à pas de charge, l'évolution du système monde jusqu'aux années 1990. Lorsque l'Union soviétique deviendra la Russie, George Bush père dira « Nous sommes à 2 pas d'une nouvelle ordre mondiale ». Effectivement, les connaisseurs de la civilisation, des grammaires des civilisations comprennent ce qu'il dit. Ce n'est pas du complotisme, c'est une affaire réelle. En fait, il veut dire que les États-Unis, le monde anglo-saxon, c'est-à-dire l'atlantisme, est presque au sommet du pyramidion, c'est-à-dire le nouveau Léviathan du monde. Malheureusement, ce plan ne marchera pas parce que ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas parce que nous sommes rentrés, nous avons quitté l'illusion d'un monde unipolaire à un monde effectivement multipolaire. On va tenter de comprendre tout ça. Je vous ai laissé dans votre envolée historiographique pour ne pas parler de trans. Vous avez réussi à faire de moi d'ailleurs un téléspectateur ou une renvoi parce que ce que vous dites était tellement structuré qu'il ne valait pas la peine de vous interrompre. Il y a quelques questions. D'abord une parenthèse pour comprendre pourquoi vous avez parlé des peuples kazakhs. Des peuples kazakhs que certains appellent juifs, des Kazakhs d'où est issu le nazisme, et pourquoi ces Kazakhs sont pris aux autres, ceux qui ont été appelés juifs, jusqu'à vouloir leur extermination au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bien. Je suis, au-delà du chercheur, un acteur social et politique du monde que nous vivons. Et je crois qu'il y a des détails et certaines choses que je ne m'autoriserai pas à dire sur un plateau de télévision. Vous pouvez me comprendre. Oui. Je peux vous dire ici que lorsque la Khazarie va adopter le judaïsme, va créer le judaïsme comme religion et va l'adopter, tous les Khazars n'étaient pas d'accord. Et ils ont admis une liberté religieuse dans la Khazarie, l'empire khazar. L'empire khazar est un empire très curieux que beaucoup méconnaissent. Mais on ne peut pas faire l'histoire médiévale, ni l'histoire moderne de l'Europe, sans connaître et sans s'intéresser à la Khazarie. Mais pourquoi l'empire khazar n'a pas de traces dans l'histoire enseignée? Voilà. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, que les armées arabes qui sont rentrées en Europe par le détroit de Gibraltar, ou que d'autres appellent Gibraltar, et qui sont rentrées également par la péninsule ibérique, qui ont pris possession de l'Espagne, du sud de l'Italie, ainsi de suite, pourquoi n'ont-ils jamais atteint l'Europe centrale, l'Europe à partir de l'Est? Parce qu'il y avait la Khazarie. La Khazarie a mené des batailles épiques que même les armées européennes n'auraient pas, puisque les Arabes ont fondu sur l'Europe. Mais ils n'ont pas pu parce qu'ils avaient tenté de passer par la Khazarie, le sud de la Russie. C'était impossible. Et l'empereur romain a envoyé des ambassades, je fais juste quelques minutes, quelques secondes, vers la Khazarie pour comprendre qui est ce peuple que personne n'imaginait à cette position capable de bloquer les Arabes. Et les Arabes, ils sont rentrés en Égypte, et Rome était en Égypte jusqu'aux années 600. Les Arabes ont conquis l'Égypte en quelques années, je crois, en quelques mois. Ils ont pris les pyramides. Ils sont rentrés en Europe, il n'y a pas de résistance. Mais ils ne sont jamais passés par le sud de la Russie parce qu'il y a ce peuple. Et on a découvert que c'est un peuple de grands guerriers et c'est un peuple de la mer. Mais ce sont les Russes qui ont détruit l'empire khazar. Notamment, il y avait un prince dont le nom est un peu compliqué, qui
a détruit par l'armée russe la Khazari. Et ça se répétera en 1945. Parce que c'est les Russes qui furent les premiers à rentrer dans Berlin. Et seuls les Russes peuvent dire où est parti Hitler et où se trouvent les nazis, à part ceux qui ont été exfiltrés à travers le Vatican vers l'Argentine et les États-Unis d'Amérique, qui vont d'abord et qui vont ensuite permettre aux États-Unis de développer certaines armes que les Allemands développaient chez eux. À part ces gens-là, vous savez, les Russes qui connaissent les secrets de la Khazari et qui connaissent mieux les secrets de la Khazari naziste ou nazienne, si vous voulez. Ils remettent la même opération en 2022. Bien sûr, justement, lorsque les Russes aujourd'hui parlent de dénazification, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y ait encore des nazis. Mais il faut dormir pour s'imaginer que les nazis qui ont fait de l'Allemagne la première puissance militaire du monde au XXe siècle, mais les Allemands avaient des soucoupes volantes, une technologie militaire inconnue. Toute cette technologie a disparu. C'est où? Les villes souterraines ou les industries de fabrication d'armement qui sont en Allemagne, c'est entre les mains de qui aujourd'hui? Où sont ces scientifiques nazis? Ils sont où? Mais non, ils existent, ils ont été exfiltrés. Et s'ils sont exfiltrés, ils ne font plus d'activité? Mais non, ces gens sont un peu partout disséminés en Europe occidentale. Et c'est d'ailleurs eux qui ont fait la résistance contre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, contre la mise en place des éléments russes. Le Gladio en Suisse, le Gladio, n'est-ce pas, en Italie, ils ont combattu contre qui? Il Partito Comunista Russo, Partito Comunista Italiano, ainsi de suite. Ce sont les nazis qui ont été en majorité envoyés en Ukraine. Et ils préparaient justement l'éviction du pyramidion de la puissance argile, c'est-à-dire de la Russie. Oui. Mais du coup, lorsque les Russes s'en prennent à l'Ukraine, ils veulent dénazifier, c'est une guerre épocale. On ne peut pas raisonner en termes de droits de l'homme ici. Je suis désolé de vous le dire, parce que si on devait raisonner en termes de droits de l'homme, on n'aurait pas esclavagisé les Africains, puisque c'est lorsque vous mettez en place un ordre mondial, et vous ne faites pas de pitié, vous marchez sur les peuples et vous maintenez, vous soumettez les gens à votre pax. Et c'est après cela que vous mettez en place un ordre mondial. Et ce n'est pas le travail des enfants de cœur, ni des religieux. C'est le travail de ceux qui peuvent, en tant que surhommes, dominer les hommes. Voilà donc la réponse à votre question. Oui, mais je n'ai pas toutes les réponses. Je demandais pourquoi l'Empire Khazar n'a pas de trace dans l'histoire enseignée. Alors, à la destruction de la Khazari, les Khazars se sont éparpillés et sont rentrés dans les pays d'Europe, l'Europe centrale, Europe de l'Est, Europe occidentale. Ils sont devenus comme des Européens. Ils ont changé de nom. Beaucoup ont changé de nom, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qu'on appelle les Juifs, les Juifs ne sont pas une ethnie. Les Juifs ethnies, c'est les Khazars. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se convertissent au judaïsme. Mais demandez-vous pourquoi la Khazari a adopté la religion mosaïque. À une époque où on avait trois grandes religions, il y avait quand même l'orthodoxie, il y avait le catholicisme et il y avait aussi l'islam. Ils sont retournés dans l'histoire antique et ils ont adopté le mosaïsme. Justement, on parlait de Juda, ainsi de suite. Ils ont fait cela pourquoi? Parce que c'était le meilleur corpus, c'est le meilleur corpus juridique existant sur la terre. Et c'est grâce à ce corpus qu'ils se sont hissés à la position qu'ils ont. Maintenant, demandez-moi où se trouvent les Khazars, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, les États-Unis, la Maison Blanche. Ben, je vais m'arrêter ici. Alors, ceux qui peuvent, qui ont le temps et qui veulent aller fouiller, qu'ils aillent chercher les archives de la résidence de l'empereur de la Khazari. C'est la Maison Blanche tout craché. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire aux gens, de donner la clé, des clés de lecture du monde actuel, que chacun aille faire ses investigations, ceux qui veulent comprendre le monde. Et donc nous savons... Justement, la compréhension du monde doit passer par la compréhension des peuples
Étranges. Pourquoi on les a appelés peuples étranges? C'est une devise des Khazars. Ne pas exister pour exister. Se dissimuler. Se faire oublier pour frapper. Ne jamais pardonner, même des siècles après. Et c'est pour cette raison que la Khazarie ne peut pas fonctionner sans les sociétés secrètes. Parce que seules les sociétés secrètes peuvent faire ce qu'on appelle la tradition, peuvent transférer des millénaires après une haine, un amour, une fraternité. Maintenant, sur la Khazarie, on pourra faire une émission, plusieurs à émissions, part, pour que les chercheurs qui nous suivent, je puisse quand même fournir les éléments bibliographiques certains aux chercheurs qui nous suivent. Oui, mais en attendant, mais qui sont-ils? Pour le commun des mortels, quand on parle de peuple khazar aujourd'hui. C'est un peuple qui habitait autour de la mer Caspienne, au sud de la Russie, un mélange de Turcs et de Mongols. C'est ce que nous disons du point de vue de la sociologie historique. Maintenant, qui sont-ils? D'où viennent-ils? De quel système solaire viennent-ils? Et quelle est leur mission sur la Terre? On ne peut pas en parler. Et malheureusement, il faut comprendre qui sont les Khazars pour mieux analyser l'ordre mondial actuel. Justement. Et pour s'approcher des notions que moi je nomme finalement des notions confusionnistes, comme l'indépendance. L'indépendance, la souveraineté des pays, des nations qui sont périphériques. Eh ben, donc, repartons à partir du 4e ordre mondial, remodifié après la Seconde Guerre mondiale en 1945. Sur quoi repose cet ordre mondial? Quelles sont ses caractéristiques? Comment ça fonctionne? Alors, l'ordre mondial, du point de vue visible, l'ordre mondial de 1945, en fait, est un renforcement de l'ordre mondial mis en place en 1492. Ouais. En fait, c'est l'apogée. Parce que pour fédérer le monde et soumettre tous les peuples, il faut beaucoup de temps. Et lorsque vous arrivez à soumettre tous les peuples, vous créez une institution qui symbolise et représente votre domination. Cette institution, c'est les Nations Unies. Alors, si vous voulez approfondir les bases de cet ordre mondial, il y a de la métaphysique, il y a une religion, il y a une science et un pouvoir. Voilà les 4 éléments majeurs qui permettent de définir un ordre mondial. Et la religion de cet ordre mondial, elle est plurielle. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui participent au renforcement de cet ordre mondial. Et lorsque les illuministes vont renverser la papauté, après avoir conquis les territoires du Sud, après avoir envoyé les conquistadors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et lorsque vous prenez les ordres mystiques qui existent aujourd'hui, dans quel ordre marchent-ils? Je vous donne des éléments de réflexion à votre question. Et lorsque vous prenez le droit international, tel qu'il est conçu, est-ce qu'il exprime la position des faibles ou il exprime la position des puissants? Ça, c'est un débat du droit international aujourd'hui, où on n'en finit toujours pas à comprendre si le droit international est l'instrument des faibles ou est un reflet de la puissance des forts. Ce qui est clair, c'est que il y a une cuisine de la production normative mondiale. Il existe une société mondiale et il existe un groupe de 5 puissances qui décident partout sur la Terre qui peut utiliser la force contre qui. Et voici un peu les bases institutionnelles, les bases juridiques, les bases spirituelles et les bases politiques de l'ordre mondial actuel. Où se situe l'Afrique par rapport à cet ordre mondial? Mais lorsque l'ordre mondial a été remodifié ou est arrivé à son apogée en 1945, l'Afrique n'était pas libre. Il n'y avait qu'un seul peuple qui a gardé une certaine liberté en Afrique, c'est l'Empire de l'Éthiopie. L'Éthiopie avec le roi des rois dans la lignée des rois lions. Mais l'Empire de l'Éthiopie également va s'effriter. Où se trouve l'Afrique? L'Afrique est une périphérie de cet ordre mondial. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que l'apogée de cet ordre mondial va correspondre avec l'apparition de 2 Léviathans.
Et le fait qu'il y ait deux Léviathans, c'est le germe structurel de la déstabilisation de cet ordre mondial. Et lorsque vous lisez les écrits de Simon Kimbangu Papa, de 1921, de septembre 1921, il dit clairement qu'il y aura une guerre. Et il suscite, il dit d'ailleurs qu'une nation d'Europe va mettre une guerre entre les nations colonisatrices de l'Afrique. Et à l'issue de cette guerre, il y aura une première libération des peuples africains. Mais les dirigeants des peuples africains vont soumettre encore leur nation à l'autorité des anciens colonisateurs. Et ça, c'est en 1921. Vous allez lire maintenant ce qui sera dit par Wovenu en 1946 pour comprendre que les nations africaines ont besoin de plusieurs décennies pour atteindre la maturité spirituelle. Une fois qu'ils atteignent la maturité, elles atteignent la maturité spirituelle, elles pourraient amorcer ce que j'appelle par processus de métamorphose de l'état de périphérisé à l'état de centralisé. Nous devons amorcer un processus, nous faisons quitter la périphérie vers la création d'un nouveau centre. Mais sur la base de quelle puissance ce centre nouveau sera créé? C'est la grande question. Donc, si je vous comprends bien, le quatrième ordre mondial remodelé en 1945 vit une sorte de déclin aujourd'hui. Oui, cet ordre vit une sorte de déclin assuré et effectif, en réalité par le fait que les Américains aient voulu, à un moment donné, être le seul Léviathan à la tête de cette pyramide. Voilà. Donc, il faut à un moment donné, et en fait, vous trouvez ça chez Fukuyama lorsqu'il dit la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est lorsque il n'y a plus de guerre. Et il n'y a plus de guerre lorsqu'une seule puissance domine le monde entier. Parce que si vous dominez le monde entier, vous renvoyez jusqu'aux confins de l'extrémité, aux extrémités de la terre tous vos ennemis. Avec qui combattrez-vous? Carl Schmitt dit qu'il n'existe pas de politique sans l'ami et l'ennemi. Alors il n'y aura plus de guerre et ce sera la fin de l'histoire lorsqu'une seule puissance va dominer le monde entier. Et pour le faire, il faut soit que la Russie détruise les États-Unis, ou soit que les États-Unis détruisent la Russie. Cette guerre, nous l'avons vécue. Les élèves étudient cette guerre, la guerre froide. La confrontation, en fait, elle naissait depuis la conférence de Yalta. Moi, je pense que le déclin de l'ordre mondial de 492, vu par Daniel, a commencé avec la conférence de Yalta et a commencé avec le largage de la bombe sur le Japon, des deux bombes, le 6 et le 9, sur le Japon. Donc, en clair, la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine a des fondements autres que ce qui nous est servi dans les médias comme une violation du droit de l'Ukraine. Absolument. Absolument. Qui va gagner cette guerre selon vous? Personne. Je crois que cette guerre n'aura pas de gagnant. Parce que c'est une guerre, et comme le montre l'histoire, c'est une guerre qui va cristalliser le déclin d'un ordre mondial. Mais n'oubliez pas une chose, entre le déclin d'un monde et l'émergence d'un autre monde, naissent des monstres. Ça veut dire que le monde, la multipolarisation du monde dont nous parlons ne sera pas un espace paisible. Ne sera pas un espace. Et c'est dans cette perspective que les États africains doivent analyser ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas dit qu'il faut s'accrocher aux États-Unis, à l'Alliance atlantique ou atlantiste. Il n'est pas non plus dit qu'il faut changer de puissance majeure de tutelle en s'alliant de façon béate à la Russie. Il faut comprendre l'ordre de l'évolution du monde. Et il faut comprendre quelle sera en perspective la prochaine puissance qui mettra en place le nouvel ordre mondial. Et j'aime bien expliquer ces choses dans votre télévision, parce que comme par hasard, ça s'appelle la télévision du nouveau monde. Serait-il un signe? Et vu que nous avons des informations très profondes sur le rôle que le Togo jouera dans l'avènement du nouvel ordre mondial, nous parlons aussi, maintenant nous aussi, d'un nouvel ordre mondial. Peut-être que vous devriez
renforcer les assises de votre télévision, sécuriser cette télévision, faire en sorte qu'elle aille jusqu'aux confins du monde. Mais ça, c'est une autre histoire dont on va reparler, mais nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous revenons dans une dizaine de minutes avec les téléspectateurs qui peuvent vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent au plus 228 96 46 10 31. Des questions écrites via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. À tout de suite pour la seconde partie de Numéro de Forum.